Bonjour Laurence Baranski. Bonjour Nathalie. Alors, c'est un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui pour l'émission Lire à livre Laurence Baranski, qui est coach et auteur. Donc, dans ton activité de coach, tu es dans l'univers des entreprises ou bien pratiques-tu auprès des particuliers ? Je suis coach auprès des entreprises. Mon activité professionnelle est de faire du coaching et du conseil. Avec le temps, l'âge et l'expérience, je travaille de plus en plus avec des dirigeants et des équipes de direction. Donc je suis sur je travaille avec eux et je les accompagne sur des grands projets de changement et de transformation. D'accord. Donc la transformation, c'est ton sujet en fait. Voilà. Et tu as écrit également des livres. Donc aujourd'hui, tu es l'invité pour un fabuleux bouquin que moi j'adore. Donc j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Donc le voilà. Vous voyez l'épaisseur. Mais il est absolument passionnant. Donc, coach et auteur, tu as donc eu d'autres ouvrages dans la même thématique ou plutôt axés sur la transformation et le coaching ? Si tu peux juste citer tes autres ouvrages. Oui. Les autres ouvrages sont, en fait, mon sujet. Parce qu'il faut que je commence, il vaut mieux que je parle de moi. Et mon sujet, depuis que je suis toute petite, c'est la question du sens, du sens de la vie. Je suis animée par 2 questions. C'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née ? En fait, je me résume, je crois, non, je me résume à plein de choses parce que nous résumons tous à plein de choses et de facettes. Mais ces 2 questions me définissent assez bien et définissent mon parcours de vie, à la fois de vie personnelle, qui suis-je ? Et là, c'est le travail sur moi-même qui m'a conduit jusqu'à à tenter de comprendre, de me comprendre et de comprendre le monde et qui a abouti à cet ouvrage que j'ai publié en 2016. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Donc le chemin personnel, le chemin professionnel, et c'est ce que nous disions suite à ta question au début, je suis coach sur le thème de la transformation. Et un autre espace à partir de la question, quel est ce monde dans lequel je suis née ? C'est mon investissement au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, qui se fait très fortement entendre, et j'en suis très heureuse aujourd'hui, en France, à cette époque particulière des élections présidentielles. Voilà, la voix de la société civile et de l'intelligence citoyenne, de la dynamique et de la responsabilité citoyenne. Ça, c'est mon 3e pôle. Et en fait, j'avance si c'est un trépied, je dois être assez en équilibre, j'en sais rien. Je tente de l'être, toujours animée par ces 2 questions, qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née ? De ce fait, j'en ai fait mon activité professionnelle. Il m'arrive également, pour compléter la réponse que je t'ai faite tout à l'heure, de travailler avec des personnes, des particuliers, parce que la demande existe et j'ai plaisir à y répondre si effectivement les personnes le souhaitent. Et j'écris des livres. Alors, les livres parlent tous de changement. Le changement dans l'entreprise, j'ai écrit le manager éclairé, dans l'école, dans la société, avec une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Jacques Robin, qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai écrit L'urgence de la métamorphose, qui était sur ces transformations déjà. Nous nous sommes retrouvés avec 45 ans d'écart sur ce thème de la transformation sociétale, de la transformation sociale et écologique, de ces transformations simultanées. Là, on est dans le champ politique, dans le sens noble du terme. C'est comment on fait humain sur la Terre pour vivre ensemble. Dans cet espace-là, la société civile, moi j'avais commencé à amener, on était en 2000, la notion de transformation personnelle, avec un projet associatif, transformation personnelle, transformation sociale. L'un ne va pas sans l'autre. Se changer soi-même pour changer le monde pour nous permettre de nous changer nous-mêmes. On est dans une boucle interactive. Mais je suis très intello sur cet aspect-là. Donc là c'est mon engagement politique, apolitique, je n'adhère à aucun parti, mais politique au sens de nous sommes, nous, citoyens, responsables de la transformation. Il n'y a pas des instances. Le monde est ce que nous en faisons. Et je suis profondément convaincue de ça. Et ce que nous en faisons, donc à titre individuel chacun. À titre individuel et à titre collectif. Alors là, on s'éloigne j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, mais on est sur des sujets qui sont pour moi très importants. Pour moi, il y a au moins 3 dynamiques dans le changement. Il y a le changement individuel. Et je peux me changer. Ensuite, il y a le changement dans des petits groupes, dans les équipes, dans l'école, dans la famille. Et là, on est sur du changement collectif. C'est nos changements individuels qui vont faire que collectivement, nous changeons. Et on est dans nos manières d'être en relation les uns avec les autres, dans nos pratiques relationnelles, dans ce que j'aime appeler
l'écologie relationnelle. Un psychologue dont j'oublie le nom pour l'instant, dans l'instant, avait développé cette notion d'écologie relationnelle qui a été très très peu reprise. Mais voilà, cette écologie relationnelle, quelles sont nos pratiques? Et ensuite, il y a la transformation, l'autre changement qui est au niveau de la culture, des systèmes de gouvernance, des systèmes de régulation, parce qu'il nous faut bien des systèmes de régulation pour faire société, monde, ensemble sur cette planète. La nouveauté aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il faut concevoir des sociétés à l'échelle des nations. Et mais la question se pose à l'échelle de la société monde. Donc, ces différents niveaux de changement sont totalement imbriqués les uns dans les autres. Quand j'ai commencé, en 2000 à lancer le mouvement Transformation personnelle, transformation sociale, que nous appelons dans notre jargon TPTS, j'aime pas trop les sigles, mais voilà, parfois ça simplifie et ça permet d'aller plus vite. On était parti de cette conclusion-là, que beaucoup de personnes se changent elles-mêmes, mais ne savent pas comment changer le monde et s'impliquer dans le monde, et beaucoup de personnes sont militantes, impliquées dans le monde, et à un moment donné, le changement collectif ne donnera jamais de réponse à leur changement individuel de vie, donc elles sentent à un moment donné qu'il faut qu'elles travaillent aussi sur elles. L'idée est de dire les deux mouvements sont simultanés, se changer soi-même pour changer le monde pour nous permettre de nous changer nous-mêmes. Et là, on arrive à un niveau plus subtil de changement, qui est la question du sens. Se changer, mais pour aller où et pour faire quoi? Aujourd'hui, le changement que nous propose la société, que je suis un télo, mais je continue, que nous propose la société occidentale, matérialiste, avec au centre comme seule valeur fondamentale l'argent et le profit, on le voit bien, cette société-là, cette culture-là ne nous satisfait plus. Nous arrivons au bout d'un système, nous épuisons les ressources de la planète, nous polluons, enfin bref, nous créons de la précarité. Alors en moyenne, tout va mieux, les niveaux de vie des pays augmentent, c'est absolument formidable, mais quand on regarde dans le détail, les écarts entre les riches et les pauvres augmentent, et la pauvreté augmente, et la précarité augmente. Bref, on arrive au bout d'un système, nous avons à véritablement changer d'état d'esprit. Et là, on va faire, et c'est l'enjeu des politiques d'aujourd'hui, du monde entier. On fait appel, et là, on est obligé d'aller questionner la question du sens, la question de nos croyances sur le sens et la question de la vie. Et là, on arrive à des questions métaphysiques, on arrive à des questions, j'aime beaucoup ce mot, donc pour le plaisir de le citer, à des questions ontologiques qui ont à voir avec l'être. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que la conscience? Que sont ces mystères? Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit, on pourrait, et merci à vos auditeurs de 1001 clés de vie, de m'avoir suivi jusque-là. Si on a compris, et s'ils ont compris, c'est super, je suis contente. Mais en fait, tout ça est en fait, se développe dans un grand, grand mystère, qui est le mystère de la vie et de la conscience. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas ce qu'est la naissance, on ne sait pas ce qu'est la mort, on ne sait pas si la vie a un sens. Et là, on est sur nos croyances. Aujourd'hui, ce sont nos croyances qu'il est nécessaire d'aller réinterroger. À ma manière, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Donc voilà. En fait, en termes, non, pas du tout. Non, rassure-toi. Tu es là pour parler, de toute façon. Non, ce qui est intéressant, tu parlais effectivement tout à l'heure de changement, et pour pouvoir changer, il faut être informé. Et donc le média que tu as choisi, du coup, toi, d'une façon plus émotionnelle, moins intellectuelle, le média que tu as choisi, c'est donc le livre, avec ce fameux j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Et moi, pour l'avoir lu, il est très dense. Il y a énormément d'informations. C'est un vrai recueil, presque un dictionnaire en fait, de tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité, de son évolution jusqu'à aujourd'hui, autour des croyances, des traditions, enfin c'est vraiment très complet. Et je te pose la question j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, donc pourquoi 3 fois ? Pourquoi 3 fois? Parce que ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, donc ce livre ne parle absolument pas de tout ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. C'est sur un autre ça se situe sur un autre volet. Nous sommes en 2000, je raconte juste l'histoire de j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Nous sommes en 2012. Et je ne sais pas pourquoi, je me retire un peu de cette société civile dont je viens de parler. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais si je meurs demain, qu'est-ce que je lègue à ma filleule que j'adore, sachant que j'ai pas grand-chose à moi, donc à part 3 francs 6 sous, elle n'aura pas grand-chose, qu'est-ce que je peux lui léguer? Et
vient comme ça, l'idée que ce que je pourrais lui léguer de plus utile, c'est ce que j'ai compris, moi, de la vie et de toutes les questions que je me pose sur la vie. Animée, je le rappelle, par ces 2 questions depuis que je suis toute petite. Qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Je me suis dit, ah oui, ça c'est sympa. Donc je me suis dit, je vais lui faire un petit document de 30 pages où je vais lui parler quand même de tout ce qu'on sait à la frontière de la connaissance. Parce que nous vivons dans une culture qui a une pensée dominante, matérialiste, tout est dans le cerveau et rien n'existe en dehors du corps, de la chair et de la matérialité. Mais à la frontière de la connaissance, il y a tout plein de scientifiques qui remettent en question la pensée dominante. Donc je me suis dit, je vais aller lui parler des Dogons et le fait que les Dogons disent tenir leur connaissance d'extraterrestres. Je vais lui parler des traditions de sagesse qui parlent toutes, elles aussi, à leur manière, de dieux venus de l'espace qui ressemblent à des extraterrestres. De ces mêmes traditions de sagesse qui parlent non pas d'une humanité qui serait née avec Homo sapiens il y a 200 000 ans, mais d'humanités successives, de civilisations qui auraient disparu, de continents engloutis comme l'Hyperborée. Ça nous questionne. Alors on peut dire, ouais, tout ça c'est n'importe quoi, c'est dans les mythes, sauf que les mythes du monde entier qui ne s'étaient pas parlé il y a des millénaires disent, et qui ne se sont jamais croisés, disent la même chose, ce qui est étonnant. Je vais parler bien sûr des connaissances des Égyptiens, parce que on s'extasie aujourd'hui, et nous avons bien raison, devant les pyramides, mais les pyramides restent un mystère architectural et mathématique. Même nos ordinateurs les plus modernes ne savent pas comment ça s'est fait. De leur connaissance en astrologie aussi, qui était étonnante. Bref, je vais lui parler de tout ça. Je vais lui parler aussi de tout mon travail de recherche sur, et je me suis formée puisque je suis coach et je me forme à ces techniques-là, le travail sur l'expansion de conscience et tout ce qu'on découvre quand on se met en expansion de conscience. L'expansion de conscience, on peut y arriver par la méditation, on peut y arriver par la prière, on peut y arriver juste en lâchant prise et se détendant, et peut y arriver par des protocoles particuliers. Donc l'expansion de conscience, c'est sur le 3e volet, je dirais, du livre, parce qu'en fait, il y a, si on reprend il y a 3 voyages. Il y a à la rencontre des civilisations du passé, à la rencontre des civilisations disparues et à l'exploration des civilisations parallèles. Voilà, merci beaucoup Nathalie d'avoir... Donc effectivement, alors nous sommes en 2012, je pense faire 30 pages et en fait je vais écrire jusqu'à ce livre qui fait 740 pages. Et pourquoi, tu me demandais pourquoi 3 parties? Ben parce que c'est venu comme ça et pour moi c'était cohérent. Les questions qui se posent à la frontière de la pensée dominante et qui sont des vraies remises en question. Et j'insiste sur le fait que les questions qui sont posées sur cette possibilité de plusieurs humanités successives, du fait que les pyramides seraient beaucoup plus âgées qu'on ne le croit, que l'Atlantide aurait pu exister, qu'il aurait pu y avoir dans le temps des civilisations avancées qui ont disparu, des extraterrestres, ce sont des personnes très très sérieuses qui étudient tout ça. Ce ne sont pas des illuminés. Et ça, j'insiste et je rends hommage à ces pionniers qui cherchent en dehors des autoroutes classiques de la connaissance. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, tu parles d'humanité successive et tu parles de l'histoire de l'homme de Néandertal. Oui. Je ne sais pas comment tu as fait pour... Parce que l'homme de Néandertal était bien plus avancé, évolué, et les scientifiques commencent à le dire que nous ne le pensions. On a tendance à se représenter les hommes préhistoriques comme poilus, chevelus, un peu bêtes et tout. Apparemment, pas du tout. Et l'homme de Néandertal était beaucoup plus avancé. En fait, quand on se penche, et les scientifiques sont en train de le faire, sur les rituels de l'homme de Néandertal, on s'aperçoit qu'il avait une dimension spirituelle très avancée. Le premier homme de Néandertal qu'on a découvert avait en fait une maladie des os. On a cru qu'ils étaient tous malades comme ça, et tous malades. Non, c'était juste un spécimen, un individu qui était malade, mais ils n'étaient pas tous comme ça. Et au contraire, ils avaient des valeurs familiales très fortes, ils étaient très attachés à la notion familiale, à prendre soin des ancêtres. Enfin, bref, les hommes préhistoriques n'étaient pas des Rustres, particulièrement l'homme de Néandertal. On peut supposer, alors après on est dans la spéculation, moi je ne suis pas pour raconter n'importe quoi, mais on a là des hypothèses scientifiques très très sérieuses. On peut imaginer que l'homme de Néandertal était issu de civilisations avancées qui avaient disparu. On peut penser, et qu'il était détenteur de connaissances, et en tout cas d'une conscience et d'une maturité spirituelle qui s'est perdu après par la suite. C'est ça, c'est le niveau de maturité spirituelle et de capacité à répondre aux questions du sens de la vie. Si on est sur les hommes préhistoriques, et j'en parle, moi-même j'étais étonnée, il y a les grottes.
les grottes, peinture rupestre, la grotte de Lascaux, c'est formidable, c'est magnifique. Certains... quand même, ces hommes préhistoriques rustres, ils étaient quand même drôlement avancés en art. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'étonner quand même de la beauté artistique. D'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait des symboles dans les peintures rupestres. Il semblerait que les peintures rupestres, et là c'est une astro-ethnologue qui nous le montre, aient des correspondances avec la voûte céleste et les planètes et les constellations. Donc il y avait plus qu'une capacité à créer du beau. Il y avait une connaissance une perception de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Bref, certains scientifiques, et là ils sont plus en sciences humaines et psychanalystes, disent qu'apparemment il se pourrait que les grottes étaient non pas des lieux pour l'art, juste pour peindre, mais c'était des lieux où se pratiquaient des rituels spirituels. Et on descend notamment dans les grottes par des petits couloirs qui auraient, on revient à la notion d'état modifié de conscience, où le chaman, parce que il y avait des personnes, qui étaient la personne spirituellement la plus avancée, le chaman avait la capacité de transformer son niveau de conscience, et les peintures avaient un sens très très particulier. Bref, et l'art des hommes préhistoriques, selon ces hypothèses, n'était pas du tout caché dans les grottes. Au contraire, ce qui était caché dans les grottes, c'était le secret sacré. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous cachons dans les grottes? Ce qui est le plus précieux, le plus sacré. Qu'est-ce qu'on met dans des coffres? Ceux auxquels on tient le plus. Alors aujourd'hui, c'est surtout des coffres à la banque. Mais dans les tabernacles, on met la connaissance, on met les reliques sacrées. Donc, les hommes préhistoriques auraient pu mettre dans les grottes ce qui était le plus sacré pour eux, donc ce qui le reliait au sens de la vie et à la connaissance qu'ils ne voulaient pas oublier. Et peut-être que, en fait, l'extérieur des grottes et des pierres étaient peintes. D'ailleurs, l'homme de Néandertal faisait des bijoux et peignait les pierres. Et avec le temps, bien sûr, ça s'est érodé, ça a disparu. Tout comme les pyramides, à une époque, étaient de toutes les couleurs. On ne le sait plus, mais tout était peint. Donc voilà. Bref, c'est un autre regard sur la préhistoire. Voilà, c'est ça. C'est ce coffre, en fait, c'est le cadeau, en fait, que tu nous fais à travers ce livre. C'est de regarder l'histoire d'un autre œil, avoir une autre vision. On part sur tous les continents, hein. Il y a l'Asie, l'Amérique latine. Quand on parle de civilisation perdue, en fait, il s'agit même de continents qui auraient disparu, dont tu as retrouvé trace à travers d'anciens récits. Platon en parle. Donc, par rapport à, donc en fait tes guides, parce qu'en fait c'est vrai, alors mais c'est immense. Hein. Le livre de Laurence, en une demi-heure, c'est très court pour parler de tout cela. Mais tous ces voyages en fait que tu as pu faire, tu les as fait avec des guides, une certaine guidance. Est-ce que tu peux nous expliquer la base de tes guides? Je vais merci à nouveau à tous vos auditeurs, Nathalie. Pour pas se perdre, effectivement, je reviens juste très rapidement. Il y a 3 voyages. D'abord, les civilisations et la remise en question et notre regard sur tout ce que l'on sait ou dit savoir historiquement. Après, les civilisations disparues, la rencontre avec les mythes. Et les mythes pourraient détenir une partie de la vérité. C'est là qu'on trouve les extraterrestres et les continents disparus. 3e voyage, alors celui-là est très éthéré. On ne peut pas le faire sur la Terre. C'est un voyage aux portes de la connaissance, mais des portes invisibles, les portes de la mort, les portes de l'univers, les portes de la lumière. Et là, la spiritualité rencontre les nouvelles sciences et notamment les sciences quantiques. Et là, on voyage par l'esprit. Et là, ce sont des voyages merveilleux. Mes guides, parce que j'aurais pas pu, j'ai veillé à avoir des informations fiables, à croiser, à écrire quand même des choses que je pensais justes, hein, sont des écrivains, des historiens, des scientifiques alternatifs, des pseudo-scientifiques qui proposent des informations. Ce sont des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont écrit, que ce soit des sages, des philosophes de notre époque ou des... Oui, alors ou des philosophes grecs, ou tous les textes des anciennes traditions et les personnes qui se sont intéressées à ce texte. Et après, il y a une 3e catégorie de guides que j'affectionne plus particulièrement, mais là, on rentre dans un autre univers. Il nous faudra une autre émission. Et Nathalie, si tu m'invites, ce sera avec grand plaisir. Ce sont les guides des autres plans de réalité. D'accord. Parce que quand l'expansion de conscience, la vie après la mort, bref, on s'aperçoit que oui, la conscience, elle n'est pas que dans notre cerveau. Et je fais partie des personnes qui
qui pensent, qui se construisent une vision de la vie en disant la conscience n'est pas locale dans le cerveau, grand débat, mais elle est non locale ailleurs. Et cet ailleurs existe dans des plans invisibles, et ces plans invisibles sont notre réel, notre vision matérielle n'est qu'une petite parcelle de la réalité. La réalité s'étend beaucoup plus, c'est ce que j'appelle les civilisations parallèles. Et ces plans sont en fait très peuplés, Et dans mon univers à moi, alors sur ces sujets-là, que vraiment j'ai hâte, la science commence à les explorer et j'ai hâte qu'on découvre parce que c'est merveilleux. Ces mondes-là sont merveilleux. Ils ne sont pas que merveilleux, mais il y a de la merveille. Pourquoi il y a de la merveille ? Parce que dans ces plans-là, il y a une loi fondamentale, structurante, qu'on n'utilise pas assez sur Terre, parce qu'on ne la reconnaît pas comme loi, mais qui est incontournable sur ces plans-là, c'est l'amour. Et l'amour est une loi qui structure. Et si on veut donner réalité à cette réalité invisible, la clé, c'est l'amour. Donc, bien sûr, on peut faire tout plein d'autres choses sur ces plans-là, mais si on choisit la voie de l'amour, et c'est la voie de l'éveil, c'est la voie de la spiritualité, c'est la voie de l'accès au soi et à soi, que les religions, et je ne fais partie d'aucune religion à appeler Dieu, mais Dieu crée tellement de confusion, c'est le divin en soi, c'est la voie de l'amour. Donc voilà, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais voilà, j'ai hâte que la science découvre, elle commence à le faire, aille explorer ces univers-là. Je ne fais pas de prosélytisme parce que Bouddha dit ça. Bouddha, il dit « Ne crois rien que tu n'aies vérifié ou expérimenté par toi-même », particulièrement dans ces univers-là, parce qu'il y a une part de subjectivité très très forte à chacun d'aller à l'expansion et à la découverte de soi. Dans mes découvertes à moi, parce que moi ça me plaît de faire des voyages sur ces plans-là, il y a une lignée de lumière, il y a des êtres que j'affectionne particulièrement et ils m'aident quand je leur demande de l'aide. Extra. Parce qu'effectivement, on peut être perplexe quand on... Alors, voilà, donc les civilisations, à la rencontre des civilisations du passé, c'est ok, tu es parti sur des bases officielles, concrètes, traditionnelles. Donc là, on se pose pas de questions, on se dit ouais, chouette, on découvre plein de choses concernant, qu'on n'a même pas appris à l'école d'ailleurs, mais donc c'est très intéressant. On plonge ensuite dans l'univers des civilisations disparues. Alors là, effectivement, c'est un monde de civilisation ou d'humanité un peu insoupçonné qu'on peut deviner à travers effectivement ce que des écrits ou des témoignages ont été laissés par la science actuelle, parce qu'il y a des interdits aussi. Donc là, c'est une autre découverte, mais sur quelque chose de bien concret, de précis, qui sont des écrits, comme notamment le continent de Mu, je crois, l'Atlantide. Donc voilà, il y a plein de très 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 jolies choses sur ces civilisations disparues sur les différents continents de la planète. Et effectivement, la perplexité, je dirais, de ton ouvrage vient sur ce que tu appelles effectivement les civilisations parallèles, mais qui ont un point de départ sur la physique quantique, en fait, sur cette nouvelle science. En fait, je ne sais pas si c'est une nouvelle. Mais... Nous avons besoin, merci Nathalie, de résumer aussi bien et de mettre en valeur ce que j'ai écrit et de... Quand je l'ai écrit, parce qu'au départ, je pensais vraiment faire 30 pages, j'ai acheté un planisphère et des petits strass de diamants, des petits strass, et je l'ai collé. Je précise qu'effectivement, il faut un planisphère pour lire ton livre, pour bien pouvoir se repérer sur les différents continents. On peut coller des petits diamants, et j'ai comme ça chez moi, c'est un jeu, enfin, c'est aller à la recherche de la connaissance et re-questionner, se réapproprier, se questionner. Effectivement, sur ce troisième voyage, les civilisations parallèles, ce sont des dimensions invisibles. Les scientifiques, tu le dis à très juste titre, les scientifiques et les physiciens quantiques sont en train de nous dire des choses. Nous avons des croyances fortes. Le courant scientifique devient parfois scientiste à force de matérialité. Le courant quantique nous permet, lui, de faire entrer de la sensibilité et de la subjectivité dans la science. Voilà ce qui fait la différence. Et quand on fait rentrer de la sensibilité et de la subjectivité dans la science, on s'extrait de la matière et on accepte de regarder comme des objets scientifiques des choses qui sont totalement irrationnelle et même dangereuse et même sectaire dans une vision que matérialiste. Les physiciens et les scientifiques quantiques nous donnent cette autorisation-là. Ils disent oui,
Quand on écoute les témoignages, il se passe quelque chose au moment de la mort et après la mort, et on ne peut pas nier ces phénomènes. Et en tant que scientifiques, nous devons les observer comme des objets de science très sérieux. La télépathie, c'est pareil. Oui, il se passe des choses et nous devons regarder ces champs d'énergie. Je parle de champs d'énergie. Les champs d'énergie sont aussi utilisés en magnétisme, quand on soigne par magnétisme ou par la lumière ou les coupeurs de feu. Et on ne peut pas dire non, c'est n'importe quoi et ça relève de la science. Et des scientifiques sont en train de dire oui, il se passe quelque chose et notre responsabilité de scientifique est d'étudier très sérieusement ces objets-là, même si nous n'y comprenons rien, même si apparemment ces phénomènes n'ont pas besoin du support matériel. Et c'est là qu'on est à la frontière de la connaissance. Et sur tous ces domaines, on ne sait encore que très très peu de choses. Mais la superbe exploration est là. Et il se trouve que ce que trouvent ces scientifiques quantiques, ce que j'appelle des scientifiques d'une nouvelle génération, parce qu'en fait ça va au-delà du quantique, rejoint les traditions de sagesse et les traditions spirituelles et l'essence des enseignements. Et c'est là qu'on dit ah ben mince, alors la science rejoint la spiritualité. Et on a c'est cette idée d'André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous sommes au moment où la science rencontre la spiritualité. Malraux n'a pas dit ça, parce qu'il n'a jamais dit ça, mais il a dit quelque chose d'un peu plus complexe. Il a dit le 21e siècle devra réinterroger sa croyance sur les dieux. Et en fait, ce qui est questionné, ce sont nos croyances sur ce qui est humain, ce qui est divin. Et peut-être que l'humain va beaucoup plus vers le divin qu'il ne le pensait. Et peut-être, comme nous le disent les traditions spirituelles depuis très longtemps, le divin est juste en nous, à nous de le trouver dans ce mouvement intérieur, dans cette intériorité qui nous permet de porter un autre regard sur le monde. Époustouflante, Laurence Baranski. Merci. C'est ultra passionnant. Il faudra qu'on refasse d'autres émissions. Vraiment, merci. Donc, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre avec un sous-titre qui parle encore mieux. C'est « Réveiller les feux sacrés de la connaissance ». Donc, vraiment, lecture à recommander. Merci 1000 fois, merci Laurence, de nous avoir comme ça passionnés sur tous ces sujets-là. Et franchement, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Il y a tant de choses à discuter. Merci Laurence. Pour votre écoute.